En juin 1988, dans le cadre des accords de Matignon signés par l'État, Jacques Lafleur et Jean-Marie Tjibaou, est créée l'Agence de développement de la culture kanak. Après l'assassinat de Jean-Marie Tjibaou en mai 1989, l'État décide de construire un centre culturel kanak et lance un concours international d'architecture. Le Renzo Piano Building Workshop en est le lauréat. C'est un lieu magique puisque c'est magique l'histoire de ce bâtiment. C'est une histoire qui touche au cœur. C'est une histoire de tolérance, c'est une histoire de non-violence. Vous savez, les projets sont bien quand il y a une belle histoire derrière. Puisqu'au fond, l'architecture, c'est une des façons de raconter des histoires, de dire des choses. J'ai eu de la chance, moi, dans ma vie professionnelle. J'ai toujours, assez souvent eu des histoires intéressantes à raconter avec les bâtiments. Je sais pas, même le centre Pompidou à Paris, c'est une histoire assez folle, assez drôle, assez différente. Mais ici, c'est une histoire humaine encore plus forte, encore plus intense. Et c'est pour ça que je pense que des occasions comme ça, vous n'en avez pas beaucoup dans la vie. L'histoire du peuple kanak, c'est une histoire de revendication qui a certes beaucoup meurtri le peuple kanak, mais c'est aussi l'histoire d'un petit peuple qui a su, devant un grand pays comme la France, affirmer sa résistance et sa culture. Voilà, on n'est plus en bagaillou, on est les kanaks d'aujourd'hui, mais le fond culturel kanak, il perdure. Kanaki est en train de naître. Jean-Marie Tjibaou, il a été un militant. D'abord, tout au long de sa vie politique, il était profondément kanak, où qu'il soit. Ça m'a toujours étonné de le voir aussi kanak, aussi bien à Paris qu'ailleurs, rattaché à sa terre, rattaché à la saison des ignames, aux grands événements qui font le quotidien de la vie d'un homme kanak. J'ai toujours en mémoire une parole qu'il a dite, que notre pays ne se fera pas à force d'exclusion. Le fait d'avoir permis la signature des accords de Matignon, d'avoir serré la main de M. Lafleur, c'est un pari sur l'intelligence de l'homme. Ceux qui n'ont pas compris, ont renié les accords ou l'ont abattu. Je pense qu'on n'a pas encore fait, aujourd'hui encore, on n'a pas encore fait le deuil de Jean-Marie Tjibaou. Alors quand on repense ça, il y a 10 ans, il y a 16 ans, quand on a pensé le centre culturel, ben on est habité par cet homme. On est habité par tout ce qu'il a dit. On est habité par son regard, par le fait qu'on l'a côtoyé et que notre réflexion est profondément interrogative sur est-ce que ce qu'on fait, est-ce que véritablement il aurait fait lui ou pas. Jean-Marie Tjibaou, c'est comme un film qui se casse, il n'y a pas la suite. Et cette suite-là, c'est nous qui devons l'écrire, c'est nous qui devons donner du contenu. J'ai été amené à travailler sur le projet du centre culturel parce que je venais de publier, donc en 1990, un petit livre découvert Gallimard qui s'appelait Nouvelle-Calédonie, un paradis dans la tourmente. Et que Renzo Piano, lui, donc avait
vu qu'il y avait un concours d'architecture ouvert pour la réalisation de ce centre, et donc a fait acheter par son agence ce livre et l'a lu en allant au Japon, où il commençait à travailler sur le projet d'Osaka. J'ai toujours été attiré par le Pacifique d'abord. Bien sûr, dans mes rêves d'adolescent, je voulais y aller en bateau. Quelqu'un qui est né à Gênes, c'est ça qui rêve. Je n'ai jamais fait ça, mais enfin, c'est quand même resté dedans. C'est toujours attirant de sortir de vos limites, de l'environnement qui vous appartient, de ce qu'on appelle, nous, le monde occidental. Ça m'attire. Renzo me montre un petit peu ce qu'il avait fait, ce qu'il était en train de faire, et puis me dit, bon ben voilà, moi j'ai passé une journée sur le site à Nouméa, je ne connais rien à la Nouvelle-Calédonie, j'ai trouvé ce site tellement beau que j'ai fait une proposition à Octave Tonia, ce serait de ne rien construire du tout, comme ça le site serait entièrement préservé, mais puisqu'il faut faire un concours, on va essayer d'imaginer quelque chose. Il y a eu sûrement beaucoup d'éléments dans cette visite qui étaient pris sur un petit morceau de papier comme ça. Et qui étaient à la base, c'est comme ça que j'ai fait. Et après il y a ça, et après il y a une autre chose encore, et après je le replie, je fais comme ça, je le remplis. C'est pas maniacal. J'ai appris ça par un écrivain, Italo Calvino. Lui faisait comme ça. Et sauf qu'il le faisait pour écrire. Alors il prenait des notes comme ça. Il avait toujours l'air ailleurs. Et il faisait comme ça, il mettait dans la poche. Et c'est très pratique. Et à la fin, vous n'avez pas fait le projet, mais vous avez récolté un petit peu l'âme du projet. Vous avez saisi l'âme du projet. Vous savez, les projets, ou bien ils ont une âme au début, ou sinon, vous ne pourrez jamais lui donner une âme. Vous pouvez faire mieux, vous pouvez faire plus raffiné, plus correct, mais l'âme, ou bien vous la mettez tout de suite, ou sinon vous ne l'aurez jamais. Jean-Marie Tjibaou avait manifestement le souci de prendre en compte le fait que toute une partie du patrimoine kanak ancien était disparue. Et il m'avait demandé d'aller faire le tour des musées européens et français pour savoir où étaient les objets kanak anciens et de quelle manière ils étaient traités. Et ensuite, une réflexion s'est faite sur la façon dont on pouvait envisager une suite à ce travail d'inventaire. Je n'ai jamais vu l'arrivée de ce centre comme une sorte de soucoupe volante arrivant de la planète Mars. Hein. C'est quelque chose qui vient de loin, qui d'une part est lié à des événements politiques, à un travail politique, à un travail de reconstitution d'une identité en partie disparue, et puis un travail d'animation culturelle, de travail avec les gens sur le terrain. La revendication de la création d'un centre culturel voué non seulement à la culture kanak, mais à toutes les cultures du Pacifique, est devenu un des points repérés dans l'accord de Matignon. Je suis heureusement resté Premier ministre 3 ans à la suite de la signature de ces accords, à peu près 3 ans, ce qui m'a permis de vérifier l'écriture dans les budgets des sommes nécessaires à ce que ce centre se fasse. Ce n'est pas allé tout seul. Il y a eu plusieurs assauts pour essayer de le faire tomber, mais c'était à mes yeux, aux yeux du président de la République aussi, un engagement de droit public, un engagement de la France que nous avons tenu. C'était aussi évidemment l'occasion de faire quelque chose de différent, mais dans la continuité, puisque j'ai toujours aimé, pour des raisons qui m'échappent complètement, l'idée de légèreté et d'éphémère d'ailleurs. Bon, je sais pas, c'était peut-être maniacal, mais ça a toujours été comme ça.
Et évidemment, ce côté, c'est la continuité. C'est qu'un projet dans le Pacifique, et notamment en Nouvelle-Calédonie, pour un thème comme ça, sur un lieu comme cette presqu'île, c'était un projet de liberté et de légèreté. Ça, c'est la continuité. Ce qui est un petit peu différent que d'habitude, c'est que là, on sentait tout de suite qu'il fallait vraiment se pénétrer de l'histoire du lieu et de la culture du lieu. Et là c'était la rupture. Lui, il se sent très européen ou très occidental et il avait un peu une crainte. Là. Et donc, il lui fallait un médiateur, il lui fallait quelqu'un qui introduise le sujet, qui lui explique qu'est-ce que c'était que ce monde kanak. Piano dit, mais il n'est pas question que je fasse un Kanakland. Je n'ai pas du tout envie de les réenfermer dans un musée. Je lui montre toutes ces vieilles photos sur le monde kanak ancien. C'était des choses sur l'organisation de l'espace, sur tout ce qui pouvait être visuel, sur le rapport au monde végétal, le totémisme, des choses comme ça. Je raconte aussi les événements, la situation politique, la dimension identitaire. Je lui parle de Tjibaou. J'ai trouvé que les mots d'allemand étaient des mots beaux, honnêtes, clairs. Alban a vécu l'histoire des Kanaks, il connaît les Kanaks. Et c'est une personne qui a cette capacité d'écouter, d'absorber et après d'élaborer, de comprendre. Quand on est allé à Nouméa, on a passé tous les jours, il me disait « Allez, on retourne au musée. Allez, on retourne au musée. » Si on y restait, la première fois, on a dû rester une dizaine de jours. Tous les jours, on allait au musée. Il voulait absolument voir les objets, se pénétrer de la puissance de ces flèches faîtières, ces sculptures, etc. Rapprocher ça de Beaubourg tout en disant que ça n'avait rien à voir, puisqu'à Beaubourg est construit en pleine ville, là on est dans la nature, mais sur l'effet d'innovation. C'est-à-dire qu'il a quand même l'impression d'un saut dans l'inconnu. Enfin, il fait un saut là, qualitatif, formel. Mais les premiers esquisses, ça a été toujours comme ça. J'ai tout de suite remarqué, bien sûr, il ne faut pas être de génie pour le faire, mais qu'un côté, c'était vivant, c'était plein de brise, même les vagues, et l'autre côté, plat, calme, la lagune. Évidemment, le promontoire est magique puisqu'il y a un côté qui vit et qui prend l'air, l'autre qui est calme et qui respire doucement. Et c'est la lagune. Et cette idée de faire quelque chose qui respire et qui prend le vent et qui réalise puisque je l'avais déjà vu dans la culture du Pacifique, l'idée qu'on construit pour ventiler les bâtiments avec l'air, avec le vent, les brises. Quand je fais comme ça, et le vent vient de ce côté-là, j'ai créé une surpression là, une dépression là, et la ventilation intérieure vient faite comme ça. Déjà ça. Le travail de piano, c'était de trouver une ambiance générale, de trouver une ligne générale, voilà. Verticalité, nature et horizontalité, et puis la mer. D'abord de comprendre que le centre Tjibaou, c'est d'abord un acte de décolonisation. C'est la France, la République française, qui reconnaît la culture kanak. Et je crois que c'est important parce que dans la colonisation, ça n'a pas toujours été le cas. L'avoir proposé sur Nouméa, moi j'appelle ça un coup politique. Qui ne pouvait que, enfin moi personnellement, qui ne pouvait que me dire que c'est un point de marqué dans cette reconnaissance de légitimité dans un espace. Nouméa était la ville blanche. Et
au sortir des événements. Je crois que c'était le bon moment. C'était bienvenu. C'est un projet présidentiel. C'est le dernier des grands projets présidentiels de Mitterrand. Donc la balle est quand même dans le camp de Mitterrand. In fine, Mitterrand doit décider, avec Marie-Claude Tjibaou, à partir de 3 projets qui auront été sélectionnés. Nous avons donc, avec le secrétariat aux grands travaux, et notamment Claudie Georges-François, présenté les 3 finalistes du concours international. Et donc, j'avais apporté un cadeau pour le président de la République. Et le cadeau que je lui avais apporté, c'était la grande flèche fêtière de la région du Nord. Et lorsque j'arrive dans ce grand salon, la flèche fêtière, elle est couchée dans le coin. Je lui dis, Monsieur le Président, cette flèche fêtière, elle ne doit pas être couchée au sol. Cette flèche fêtière, chez nous, elle est dessus, au sommet de la grande case. Alors, s'il vous plaît, relevez-la. Après, nous sommes allés donc devant ces grands tableaux où donc les plans des 3 lauréats étaient présentés. Et donc, on lui a présenté les images de synthèse. Puis ensuite, on s'est retiré. Et puis, il m'a demandé, Madame Tjibaou, lequel vous plaît? Je dis, c'est le projet de Renzo Piano, mais c'est quelque chose qui va vous coûter cher, Monsieur le Président. Puis il me dit, Madame Tjibaou, votre choix sera le mien. Le souvenir le plus important pour moi, le chantier, c'est le premier coup de pioche, quoi. Parce que pour moi, une fois qu'on a creusé ma terre, ça y est, quoi. Marie-Claude et moi, et l'ensemble de notre équipe, on vient tous des petites tribus des environs, quand même, d'accord? Et c'est là notre inquiétude. Donc les premières rencontres, elles ont été un peu comme si chacun devrait marquer son territoire. Et moi, particulièrement, c'est mon fonctionnement. Pour une fois qu'on nous donne la possibilité de nous exprimer en homme et en femme libres, alors là, il ne faut pas que la personne en face, il fallait qu'on jauge. Octave Tognat, il avait l'air sérieux, très presque impénétrable, mais j'ai l'habitude, vous savez, parce que les jeunes sont comme ça. Les Génois sont plutôt comme ça. Ils sont sévères, apparemment sévères. Dedans, ils ont un gros cœur, mais à l'extérieur, c'est comme ça. Octave, il est le responsable financier, technique du projet, et il a une tradition ouvrière chez Octave. Hein. C'est un ancien ouvrier, ça joue beaucoup. Il a peur que ça dérape, qu'on s'enlise dans des choses qui seraient immaîtrisables, ou qui retarderaient le projet, ou qui le rendraient incompréhensible ou inutilisable, etc. Et Marie-Claude, elle, l'héritière de la pensée de son mari, accédant dans cette période-là à une autonomie de pensée de plus en plus forte, a une vision, disons, plus spontanément artistique du projet. Marie-Claude, je me suis plutôt limité à la regarder. Et écouter avec une certaine attention ce qu'elle a toujours dit. Elle est quand même la femme, la veuve de Jean-Marie Tjibaou. Il y a quelque chose d'intouchable, de très délicat. Je crois que je préférais la regarder. Mais elle a des yeux qui parlent beaucoup. Renzo Piano, c'est quelqu'un qui est à l'écoute de l'autre. C'est quelqu'un qui a beaucoup de respect. Pour pouvoir traiter penser le centre culturel, il est d'abord venu sur ce site. Mais il a aussi beaucoup lu, beaucoup discuté avec Alban Bensa et puis beaucoup lu sur Jean-Marie Tjibaou. Et donc, c'est quelqu'un qui est respectueux, mais qui est respectueux. Il y a des gens qui écoutent sans entendre. Lui fait partie de ceux qui écoutent,
qui entendent et qui utilisent son génie pour exprimer dans un geste. Je me souviens une fois, Marie-Claude qui était complètement absorbée par le sommet de chaque pièce de bois là-haut. Elle s'est posé des questions sur la façon à laquelle ça terminait. Moi, je lui ai expliqué, Marie-Claude, il faut que ça soit coupé comme ça, puisque l'eau, il ne faut pas qu'elle entre dans le bois. Et après, il faut que je mette un petit chapeau pour éviter de... Et elle se préoccupait de cette chose. Elle avait raison. Elle avait raison, puisque toutes ces pièces-là, quand elles terminent, c'est important qu'elles terminent bien, puisque c'est leur rapport avec le ciel. Faire un centre culturel pour la culture kanak, ça veut dire évidemment essayer de comprendre d'abord quelle a été depuis toujours la culture de faire des bâtiments dans cette île. Il faut dire aussi que le Pacifique dans son entier a une technique, une façon de faire les bâtiments. Vous voyez, c'est toujours des bâtiments légers, c'est toujours des bâtiments éphémères. L'éphémère, ça veut dire pas que c'est temporaire, ça veut dire que c'est le concept, c'est une idée de légèreté, c'est quelque chose qu'on refait tout le temps. C'est le geste qui est répété, qui donne le sens de l'éternité, de la durée dans le temps. C'est pas tout à fait comme en Europe, les Romains faisaient des bâtiments, ils étaient en pierre, ils étaient éternels, entre guillemets, puisque c'était la pierre elle-même qui durait. Ici, c'est le geste, c'est la répétition. C'est quelque chose qui est en commun avec tout le Pacifique, à partir du Japon jusqu'à l'Ouest américain. Bien sûr, ça prend des allures beaucoup plus poétiques dans les îles. L'habitat kanak traditionnel s'organisait autour d'une grande allée, disons un espace assez large, à l'extrémité duquel on avait ce qu'on appelle la grande case. Cette grande case pouvait être un bâtiment assez considérable, d'une vingtaine de mètres de haut, qui est construite autour d'un poteau central et surmontée à l'extérieur d'une sculpture qu'on appelle la flèche fêtière. Et puis la porte d'entrée, unique porte, était décorée de chacun de ses côtés par des sculptures qu'on appelle des chambranles. Renzo Piano a conservé essentiellement la monumentalité des cases, le fait qu'elles soient rondes, le fait qu'elles s'organisent autour d'une allée, sorte d'allée centrale, le fait que tout ça soit pris dans une végétation importante et symbolique. Voilà essentiellement ce qu'il a retenu et qui est absolument traditionnellement le fondement de cette organisation architecturale et paysagère. Il y a eu entre 92 et 93 un différend entre la DCK et l'agence Piano sur la façon dont les cases allaient être conçues, sur la forme des cases. Alors c'est un différend extrêmement intéressant, puisqu'il porte en fait sur l'identité kanak. Piano dit d'abord d'emblée, si on construit une case complètement, on la ferme, comment on va la rattacher à l'allée? Donc on va faire des demi-cases. Si on fait des demi-cases, à quoi sert le poteau? Alors moi, je lui dis, je me souviens de la discussion, je dis, fais attention Renzo, le poteau, c'est le chef. Il dit, justement, on est en démocratie, il n'y a plus de chef. Donc, on vire le poteau. C'est quelqu'un qui a des capacités de remise en cause perpétuelles, quoi. Et des comment dirais-je là, des positionnements assez tranchés aussi sur des choses. Hein. Et il ne faut pas oublier aussi que même si Renzo c'est un latin, c'est un sentimental, c'est avant tout un architecte. Et un architecte, c'est quelqu'un qui veut que son œuvre dise des choses. Il veut que son œuvre dit d'abord ses choses à lui, d'accord? Comme tous les architectes.
C'était très vif à ce moment-là. Hein. Piano sentait, là, je suis sûr, il sentait que tout son projet reposait là-dessus, sur la forme qu'il allait trouver, qu'il allait donner à ces cases. Les Kanaks avaient l'impression, enfin la DCK, hein, quand je dis les Kanaks, là c'est la DCK, avait l'impression que on avait perdu le poteau, on avait perdu une moitié de la case, on avait perdu le caractère sombre de la case, et on avait perdu l'entrée plus basse. Ils se disent, qu'est-ce qui reste de nous là-dedans? On n'existe plus. Et un jour, Octave Tonia, qui était le directeur actuel, le directeur du centre Tjibaou en phase construction, Octave appelle sur le chantier et dit, bon, écoute, voilà, la première case est faite, ça commence à se savoir. Est-ce que je peux venir avec des vieux pour leur présenter et qu'ils portent la parole après en Beauce? Donc je dis, mais évidemment, Octave, je veux dire, on construit pour vous, tu es le maître d'ouvrage, c'est évident, tu viens quand tu veux. On arrive sur le centre, on voit la case, on est comme là en plein vent, puis je viens, puis je dis, et voilà la case. Et là, grand silence, puis il y a un vieux qui parle et qui se met à parler en langue, alors que ça faisait 2 heures qu'on était ensemble et qu'on parlait français. Il parle en langue, évidemment sans me regarder. Et Octave, pareil, hop, sans regarder, il dit, le vieux là, il dit, elle est où la case? Peut-être aussi c'est le fait qu'on a appelé ça case. Quand on dit case, ici pour un Kanak, c'est une forme. C'est une forme, c'est un contenu, c'est un contenant et un contenu, et puis une forme finie. D'accord? Et là, le vieux se trouve avec un squelette de quelque chose. Et le vieux reprend la parole et il dit en fait, vos cases, c'est important, vos cases, c'est comme nos cases avant qu'on mette la paille dessus. Et là, instantanément, je me dis, eh ben oui, c'est exactement ça. Et on était en train de faire, donc on voit là les cases dans l'aire coutumière, on était en train de monter les cases de l'aire coutumière et je vois qu'en ce moment, on était pile avec les golettes, donc les lithos d'habillage bois qui montent comme ça de la case de l'aire coutumière et le centre qui était derrière avec les habillages bois. Et c'était exactement ça. Mais c'est pas que Renzo a dit, voilà, on va faire comme si on faisait une case Kanak et puis au dernier moment, on met pas la paille. Non, non. En revanche, avec tout le travail, je dirais, d'observation, d'écoute, de recherche sur le graphisme de la matière, c'était normal qu'à un moment, quelque part, hop, on se croise et on parle la même langue. Et puis, donc, se passe encore du temps. Et puis le vieux, il dit, en fait, c'est plus nous, mais c'est encore nous. On se méfie dans la culture kanak de tout ce qui est comme ça monumental et qui dure, finalement. En général, la case, au bout de 10 ans, on détruit. Mais on garde en soi et on partage ce qui est essentiel. Or, lui, finalement, il a essayé de donner forme à cette chose complexe, qui est de dire, finalement, comment... je crois que c'est lui qui a utilisé l'expression, finalement, donner forme à des cathédrales intérieures. Vous savez, quand on fait un projet, on sait tout du projet, on connaît bien chaque détail. Mais il y a une chose qui est impossible à comprendre sur le dessin, c'est l'échelle du bâtiment. C'est la présence d'un bâtiment sur un lieu. Et là, on se trompe quelquefois. Quelquefois, c'est trop grand, c'est trop massif, c'est trop petit. Je crois que là, c'est très bon. C'est très bon parce qu'il est assez grand, parce que quand même, c'est un bâtiment public qui doit avoir sa monumentalité dans le bon sens du terme. Il ne faut pas se cacher. Mais en même temps, il est respectueux du lieu. Et la présence de ces cases, encore une fois, c'est quelque chose qui est vraiment presque difficile à juger. Est-ce que on ne comprend pas trop bien où le bâtiment s'arrête et où la nature commence, ou le contraire. C'est ce mélange qui est très important.
L'intérêt de ce projet, c'est que l'architecte ait bien voulu aussi partager cette création avec nous. On aurait pu très bien imaginer des formes d'architecture, comme on en voit souvent, où l'architecte décide de tout. Et il vous pose l'objet et vous êtes invité à y pénétrer qu'à l'inauguration. Là, ce qui m'a paru très intéressant, extrêmement riche pour nous, c'est de partager une partie de ce processus. Et c'est ce dialogue fort qu'il y a eu entre Renzo Piano, Octave Tonia, Marie-Claude Chibaou qui a permis cette relation. J'ai été impressionnée par son espace de travail. Parce qu'il était accroché là, sur cette pente de colline là, au-dessus de la mer. Quand on voit son bureau à Gênes, où c'est vitré, c'est sur un rocher, très grand, presque transparent, et bien ça reflète l'homme. Enfin, j'ai eu l'impression de quelqu'un de chez nous. C'est quelqu'un de perméable. Parce que quand je posais mes questions, je le regardais, il nous regardait, il écrivait, mais on voyait dans sa tête, dans son visage que la parole, là, elle faisait son chemin. Mais ce qui est magnifique dans ce travail, c'est que franchement, j'ai oublié complètement qui a fait quoi. Enfin, c'est quelque chose, c'est comme ça. Et on s'est pourtant pas mal bagarré. Mais le mieux dans une équipe, le secret d'une bonne équipe, c'est qu'il faut que chacun soit convaincu que l'autre, il est bien. Il faut du respect. Une fois qu'on a du respect chacun pour l'autre, on se bagarre, on discute, on se dispute même. Mais il faut avoir cette base solide. Renzo Piano avait fait dessiner une entrée qui était dans l'axe du centre. Une entrée avec quelque chose qui voulait réutiliser de la place Beaubourg, c'est-à-dire une espèce de descente progressive, et donc ça faisait une grande esplanade. Et il me dit, mais tu vois, à Beaubourg ça marche très bien, comme ça les gens se rassemblent, ils viennent, ils discutent. On était ici, je m'en souviens, on était ici une vingtaine de personnes, Marie-Claude Chibaou, tout le monde. Un jour, on avait l'entrée qui était comme ça, on entrait directement. Et je me rappelle parfaitement, on était là et on discutait, on se regardait, on parlait des silences. Vous savez, de temps en temps, on ne dit rien. Tout simplement, on laisse un petit peu tomber les choses. Marie-Claude dit, pas convaincu. Je ne sais pas comment faire, mais je ne suis pas convaincu. La parole arrive à Marie-Adèle Forédier, qui raconte un peu son parcours, qui explique son enracinement, hein, et qui dit, non, vraiment, c'est pas possible. Je ne vois pas du tout cette entrée. Nous, les Kanaks, il nous faut des espaces plus intimes, il faut qu'on puisse se cacher, il ne faut pas qu'on nous voie comme ça. On est très mal à l'aise sur ces grandes esplanades, sauf quand il y a des grandes coutumes. J'ai insisté sur une saveur de chez nous. La saveur, c'est ce que tu apprécies. Et moi, s'il m'avait proposé, si ça avait été fait, s'il m'avait proposé de rentrer là, je crois que je serais partie vite fait. Et puis, je ne serais plus revenue. Finalement, en fin d'après-midi, ça aboutit à rien, qu'on n'arrive pas. Octave dit rien, Marie-Claude dit il y a un problème. Effectivement, Marie-Adèle a raison, ça ne m'inspire pas beaucoup ce type d'entrée-là. C'est très occidental, c'est très occidental, très européen. Piano dit on arrête, quartier libre, tout le monde dit je rentre chez moi. Moi, je l'ai dit, je ne pensais pas que ça allait changer quelque chose. Mais je l'ai dit parce que c'est une réalité de chez nous. Et soudainement, on a compris une chose, qu'il fallait entrer comme ça. Et plutôt faire le tour et entrer comme ça, et découvrir. Et tout ça, c'est une bonne raison d'être fait comme ça, puisque c'est vrai, dans le territoire kanak, on n'arrive jamais comme ça. C'est toujours une conquête un petit peu plus secrète, un petit peu légèrement plus mystérieuse. On a cherché par tous les moyens comment il fallait donc lier ces deux choses, le projet, le bâtiment lui-même, et la tradition kanak. Donc ici, on voulait
par le chemin kanak, les amener petit à petit à comprendre le bâtiment, le projet, et finalement à les faire entrer, pénétrer à l'intérieur du bâtiment et voir que, en fait, c'est une continuité. Quand les Kanaks arrivent sur ce lieu, il porte un nom qui est lourd. Hein. Lourd dans le sens kanak, lourd, ça veut dire important. Hein. Ça ne veut pas dire que c'est pénible, mais ça veut dire que c'est important. Quand on arrive chez quelqu'un d'important, on n'entre pas comme ça. On y va de manière en douceur. On y va pas à pas. On y va en baissant la tête et en regardant par des petits coups d'œil pour voir si vraiment on peut continuer cette démarche. Et l'idée est la même. Vous arrivez dans un centre qui s'appelle le centre Chibaou, on ne peut pas rentrer comme ça. Même si c'est un lieu public, il y a un nom. Il y a un nom, il y a une destination. Les gens ont effectivement l'impression que par cette arrivée en douceur, on restitue quelque chose dans la façon même de se mouvoir. On restitue quelque chose de fort de la culture, le respect. Il se trouve que chez nous, aucun bâtiment jusqu'à présent n'avait eu le privilège de porter le nom d'un homme. Il faut savoir que Chibaou, c'est un nom qui est porté dans le pays Haute-Mawap, hein, dans le grand nord de la Nouvelle-Calédonie. Nous sommes donc montés à Yingen, donc voir le vieux Boulet Benoît, donc propriétaire du nom, qui nous a autorisé à le donner au bâtiment. Le 4 mai 1998, le pays Haute-Mawap, les gens de Yingen et les grands chefs sont donc venus avec le vieux Boulet Benoît remettre ce nom aux autorités du Sud, au centre culturel Chibaou. Et donc en donnant ce nom au centre, on le nommait, on lui donnait vie, on lui donnait un caractère d'homme debout. C'est ça ce geste-là qui a été fait en nommant le centre Chibaou. Notre culture est la plus belle chose que nos ancêtres nous aient léguée. C'est notre vie. Sans elle, nous ne sommes rien. Je voudrais vous demander à vous tous, qui êtes présents aujourd'hui, d'affirmer que cette maison est notre maison à tous, que toutes les choses sacrées qui sont à l'intérieur sont à nous tous. À partir d'aujourd'hui, nous appelons cette maison Chibaou. Lorsque le centre a été inauguré, bizarrement, j'avais le sentiment que je rentrais dans ma maison. J'en connaissais les moindres recoins, les couleurs, enfin tout ce qui était ce centre, c'était les choses qu'on avait pensées. Et finalement, ça n'a pas été une découverte. Pendant la cohabitation, c'est-à-dire qu'à l'arrivée de Jacques Chirac au gouvernement, la première cohabitation que le pays a connue, il y a eu des inquiétudes sur le projet. Et qu'une partie de l'entourage de Jacques Chirac voulait reconsidérer finalement la dimension du centre Chibaou. Et à ce moment-là, il faut le dire très clairement, c'est Jacques Lafleur qui a défendu le centre Chibaou. Je suis toujours convaincu que ce qui est porteur de culture et porteur d'avenir. Et dans la mesure où la Nouvelle-Calédonie est une mosaïque d'ethnies, chacun a besoin de savoir ce que l'autre ressent. Si on vit dans un rêve égoïste, alors où est-ce qu'on retombe ?
dans le colonialisme que tout le monde aujourd'hui condamne. Le projet de ce centre, il est quand même bâti sur une vision, il est bâti sur cette idée que l'identité, elle est devant nous. Et donc, il est essentiel d'avoir cet enracinement dans le patrimoine, mais surtout de ne pas se réfugier derrière, ou en faire une forme d'icône, ou en faire une sorte de geste ou d'objet indépassable, mais au contraire, en faire un jalon pour aller plus loin. C'est le seul centre de ce type dans toute l'Océanie. Il a cette vocation qui n'est pas simplement de mettre en valeur la culture originelle kanak de ce pays, mais se prendre en compte aussi la culture de ce pays de manière plus globale, et aussi une ambition peut-être très grande, mais de représenter aussi d'une certaine manière l'Océanie dans ses aspects, l'aspect de créativité et de création culturelle. Je pense qu'il apparaît comme un des pôles possibles de rayonnement de cette Océanie, de la constitution aussi peut-être d'un concept océanien qui ne soit pas simplement un concept géographique, mais un concept humain et culturel basé sur la création, qu'elle soit d'ordre des arts plastiques, de la danse, de la musique ou du théâtre. Au fond, ce bâtiment, c'est un monument au dialogue. S'il y a un endroit dans lequel je propose de faire des tables rondes sur la paix, sur la tolérance, sur le dialogue, sur l'intégration, sur chercher la richesse dans la diversité, c'est là. C'est dans ces cases au milieu du Pacifique. Puisque c'est quelque chose qui est extrêmement moderne. Et malheureusement, la culture d'aujourd'hui cherche plutôt des affinités qui sont l'opposé. C'est plutôt l'intolérance, c'est plutôt l'identité de chacun. Mais bon Dieu, c'est évident que c'est peut-être le contraire. C'est justement la différence qui compte. Mais il y en a eu un moment. Hein? La trame est toujours magnifique. En 10 ans, le centre est devenu vrai. C'était un bâtiment nouveau, il a toujours un petit handicap, c'est qu'il est nouveau. Il est nouveau, il n'appartient pas au rituel de la vie quotidienne. Là, j'ai l'impression que maintenant, on y est. Attendez au son de rivage. Quel plaisir. Comment vas-tu? C'est pas contre ça, c'est plan là ici proche. Là. Les arbres ont grandi, ils ont maintenant une taille qui est la bonne. Le centre, il vit avec les arbres. C'était toujours dans les intentions. Et la plus grande surprise, c'est ça. C'est ça et la couleur du bois, qui prend la couleur du temps, la patine du temps. Et c'est ça, il y a des matériaux qui vieillissent bien, qui deviennent plus beaux avec l'âge. Il y a des personnes d'ailleurs qui font ça aussi. Il y a des personnes qui sont meilleures avec l'âge. Il y a d'autres qui font le contraire. Je trouve que le bois et ces vibrations du bois, vous voyez là, je crois qu'on a travaillé beaucoup, mais je crois que finalement, ce qu'on a fait, c'est plus ou moins exactement ce qu'on voulait faire, je crois.
une chose d'abord. J'arrive et je m'aperçois tout de suite que le bâtiment est bien aimé. C'est une petite remarque, mais c'est très important. Les bâtiments, c'est comme les enfants. Ou bien ils sont aimés ou ils ne sont pas aimés. Celui-là, il est aimé. On le voit. Il est bien entretenu, il est bien vécu, il y a des gens qui viennent, des gens qui l'adoptent. Ça, c'est un grand plaisir pour un architecte, puisque à mon âge, on se retrouve avec une vingtaine de projets un petit peu partout dans le monde. Il y en a certains qui ont une vie plus heureuse, d'autres qui ont une vie moins heureuse. Et on est très content quand on voit que la vie est heureuse. C'est drôle puisqu'on discutait avec mon ami Benoît tout à l'heure du nom. Et lui, il a donné le nom. Et il faut que le bâtiment le mérite, ce nom. Alors si le bâtiment est heureux, ça veut dire que Jean-Marie Djibaou aussi est heureux. Benoît, merci d'avoir fait cadeau du nom de Jean-Marie Djibaou à ce bâtiment. L'œuvre de Renzo Piano est devenue l'image de la Calédonie dans le monde. Mais cette journée d'accueil des autres communautés peuplant ce pays, c'est le symbole du désir du Centre culturel Djibaou de s'ouvrir aux autres cultures. Ici, il y a eu des événements, les gens ont eu des problèmes entre eux, on s'est tiré à coups de fusil ici. Il y a encore des gens qui refusent de venir ici au Centre culturel. Il y en a encore, hein. Bon, moi, je ne leur en veux pas, parce qu'il faut du temps pour ça. Bon, on voit bien, aujourd'hui, les gens arrivent, font des coutumes. Je me dis, mais quel chemin nous avons fait? Quel chemin nous avons fait? Les changements, ils se sont opérés parce que nous l'avons voulu et nous nous sommes battus pour cela. Et donc, voilà, il y a le pouvoir économique, il faut le partager, il y a le pouvoir décisionnel qu'il faut partager parce que l'équilibre du pays, il est à ce prix. Voilà, le centre, il fait partie d'un ensemble d'outils, mais il faut que les hommes changent aussi. On ne peut pas, quels que soient les moyens financiers mis en place ici, si les hommes ne changent pas, on ne pourra rien faire. Le fait que toutes les communautés, grandes ou petites, de Nouvelle-Calédonie aient éprouvé le besoin de s'inscrire sur le terrain en faisant la coutume avec les communautés kanak montre une appropriation de cet affichage de la courtoisie, du respect de l'autre, d'une bienséance des rapports collectifs, qui est, je crois, un élément de la paix en Nouvelle-Calédonie. Et moi, je suis très content de ça, parce que ça me confirme que les esprits sont à la paix. Lorsque l'État, lorsque le gouvernement, la droite, la gauche, finalement, a fait cet acte-là, par rapport à la culture kanak et par rapport à la Nouvelle-Calédonie, on ne peut plus parler de la même manière. C'est-à-dire que ce que la génération de Jean-Marie Djibaou, avant finalement les accords, disait, on ne peut plus le dire aujourd'hui. Il y a d'autres choses à dire, il y a d'autres débats à avoir. Mais je crois que ça, le fait d'avoir donné cette dimension-là au projet fait que c'est un acte de décolonisation, et je dirais que c'est également un acte fondateur. Fondateur localement, puisque c'est un lieu de création culturelle et de citoyenneté, mais c'est aussi un acte fondateur dans la relation entre Nouméa et Paris, entre la Nouvelle-Calédonie et la France. Je crois que ce que j'ai appris dans cette expérience, c'est d'être un petit peu encore plus moi-même. C'est inouï ce que les racines peuvent vous laisser sous la peau. Hein. C'est seulement à un certain âge que vous comprenez ça. Quand vous êtes jeune, vous avez des racines très fortes, mais vous ne le savez pas.
un certain âge, 50, 60, alors là, vous comprenez. Et je ne sais pas si c'est des Kanaks ou si c'est l'âge, mais finalement, j'ai compris ça. Il y a eu un moment où je suis devenu un petit peu plus moi-même. J'ai compris l'importance des racines. Dunia e ala de sine ene satahwa satahwa ne la tonia ne ene la ina macha ne la ate katha te kolola Tingi wika idene pat idenge laima Mata khwane la tonia ne la ina macha ne la te katha te kolola tingi wika idene pat idenge laima Mata khwane la tonia ne la ina macha ne la ate katha te kolola tingi wika